sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Sur ces plages de Normandie, c'est écrit le 6 juin 1944, le grand livre du courage et de la peur. 3 millions de soldats alliés ont débarqué ici, ou sont tombés du ciel pour libérer l'Europe de l'oppression nazie. Au bord de cette plage vivait Anne-Marie Desquet. Les Alliés étaient là, alors elle souriait, malgré le danger. Elle se rappelle. Notre chien a très peur. Les canons tirent, les avions passent. Henri Boujard était un enfant, il se souvient. Le débarquement fut accueilli à la fois comme un soulagement et comme un grand malheur. C'était la guerre chez nous. Pour ces hommes qui débarquent en Normandie et bientôt en Provence, pour toute la France, c'est un été d'apocalypse. Comment les Alliés ont-ils préparé ces gigantesques opérations ? Comment les Allemands ont-ils organisé leur défense ? Pour tous, ce sera le grand défi. Depuis 1938, Hitler a martyrisé l'Europe en prétendant, comme d'autres dictateurs, qu'il est la victime d'une guerre qu'il est pourtant le seul à avoir provoquée. En juillet 1943, il occupe encore une partie de la Russie, alors appelée l'Union soviétique. Mais depuis sa défaite à la bataille de Koursk, il est sur la défensive. Contre lui, ceux qu'on appelle les Trois Grands, réunis à Téhéran en novembre 1943. Staline, le maître du Kremlin, retrouve le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et le Premier ministre britannique, Winston Churchill, pour préparer un nouveau front à l'Ouest qui soulagera le front de l'Est. Churchill avait cherché à imposer son idée de débarquer dans les Balkans, qu'il appelait le ventre mou de l'Europe, pour prendre Berlin avant les Russes. Staline était contre, les Américains aussi. Alors le plan était devenu débarquer en Normandie, puis en Provence, pour faire la jonction vers Dijon et encercler l'armée allemande. Tout a commencé un an plus tôt en Afrique du Nord française, avec le premier grand débarquement des Alliés, commandé par le général américain Eisenhower. Dwight D. Eisenhower a 54 ans. Originaire d'une famille modeste d'émigrants allemands, il a réussi à entrer dans la prestigieuse école militaire de West Point. Cet officier de blindé va se révéler un brillant organisateur et diplomate. Il va entrer dans l'histoire. En 1942, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie étaient encore aux mains du maréchal Pétain et de l'amiral Darlan, qui avaient institué la collaboration avec Hitler. Ils n'ont pas hésité, le 8 novembre 1942, quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, à donner l'ordre de tirer sur eux. Trois jours de combat ont fait 2000 morts
pour la plupart français. Pourtant, Eisenhower, après sa victoire, a maintenu au pouvoir l'amiral Darlan. Pragmatique, il a écrit à Roosevelt « Je comprends votre stupéfaction. Mais ici, sans un gouvernement français fort, nous serions contraints à une occupation militaire complète qui nous coûterait cher en temps et en ressources. » Mais Darlan a été assassiné par un résistant le jour de Noël 42. Roosevelt l'a fait remplacer par le général Henri Giraud, une gloire de l'armée française, pour écarter le général de Gaulle, en exil à Londres. Roosevelt n'aimait pas de Gaulle, qu'il voyait comme un possible dictateur, mais Churchill le soutenait. Après de difficiles négociations, Giraud et de Gaulle se sont partagé le pouvoir provisoirement sur l'Afrique du Nord libérée. À Alger, en juin 1943, les deux rivaux présentent au roi d'Angleterre George VI la nouvelle armée d'Afrique. Elle a été rééquipée et réarmée par les Alliés. Elle se prépare à retourner au combat avec les pieds noirs, les goumiers marocains, les tirailleurs algériens et les nombreuses troupes africaines, souvent enrôlées de force ou attirées par l'appât de la solde et le prestige de l'uniforme. Bientôt, ils iront libérer la France en débarquant en Provence. Après l'Afrique du Nord, les Alliés ont comme objectif la Sicile. Ils montent d'abord une extraordinaire opération de désinformation pour tromper les Allemands. À Londres, le contre-espionnage britannique, le MI5, imagine le plan Mincemeat, viande hachée. Les agents secrets anglais commencent par récupérer un corps à la morgue, le rendre présentable et l'habillent en officier d'état-major. Ils l'embarquent sur un sous-marin pour le jeter à l'eau au large de l'Espagne. Il a dans ses poches une nouvelle identité, Major William Martin, une carrière militaire, une fiancée, un luxe de détails infini. Et l'essentiel, attaché à son poignet, une serviette contenant les plans à l'encre indélébile d'un faux débarquement allié en Grèce et en Sardaigne. La marée va faire le reste. Son corps est retrouvé le 30 avril 1943 par des pêcheurs espagnols. Les documents parviennent aux Allemands qui les étudient et les jugent crédibles. Ce qui amène le général Jodl à convaincre Hitler qu'un débarquement aura lieu en Grèce, où les troupes sont alors transférées, mais les soldats allemands n'y feront que du tourisme. L'opération de désinformation Mincemeat a fonctionné. La voie est libre. Le 9 juillet 1943, en Sicile, les Alliés peuvent débarquer sans trop de pertes. Le service cinéma de la 7e armée américaine met en vedette son chef, le général le plus connu et le plus controversé de l'époque, Patton. George Patton, 58 ans, est un meneur d'hommes et un remarquable tacticien. Historien de César et de Napoléon, très francophile, il est extravagant. Avec à la ceinture, comme au Far West, son revolver Colt 45 de 1911, à crosse d'ivoire, gravé de ses initiales. Son bull terrier Willy l'accompagne dans toutes ses batailles. Patton est célèbre pour son franc-parler. Il dit à ses soldats : « On ne vous demande pas de mourir pour votre pays, mais que le salaud d'en face meure pour le sien. » Patton est souvent difficile à contrôler. Il gifle un soldat traumatisé par la guerre en état de choc.
C'est un scandale. Il est relevé de son commandement. Eisenhower, lui, est nommé par Roosevelt à la tête de toutes les forces alliées en Europe. Le 6 décembre 1943, il s'installe à Londres pour planifier depuis l'Angleterre l'opération Overlord, le débarquement en France. Je sais parfaitement que ce ne sera pas une tâche facile. L'année qui vient de passer a vu des progrès vers la victoire finale. L'armée rouge a marqué des points importants contre les nazis. J'ai une confiance totale dans les soldats, les marins, les aviateurs et les populations civiles qui démontreront que les démocraties peuvent créer la plus formidable machine de guerre de tous les temps. Les pays neutres comme la Suède vont transmettre ces images d'actualité aux Allemands. Eisenhower continue la désinformation. Il indique la région de Bordeaux, alors qu'à Téhéran, les trois grands avaient décidé que le débarquement aurait lieu entre Cherbourg et Le Havre. De gigantesques plages, assez vastes pour accueillir une immense flotte, pour ce qui doit être la plus grande opération amphibie de l'histoire. Eisenhower préside l'état-major interallié parce que c'est l'Amérique qui finance et qui arme. Pour des raisons diplomatiques, il est entouré de deux personnalités britanniques. Le général Bernard Montgomery, 57 ans, commandera les forces terrestres du débarquement. Vainqueur des Allemands dans la bataille du désert, il est réputé pour son caractère difficile, son manque de coopération. Et le général de la Royal Air Force, Arthur Tedder, 54 ans, avec sa flying jacket, le blouson de cuir de pilote. Pour Montgomery, Tedder est l'homme des Américains. Il était avec Eisenhower en Sicile. Il déteste leur complicité. Eisenhower va devoir utiliser son sens légendaire de la diplomatie. Montgomery dira en privé: on a les cerveaux et les Américains ont les muscles. Pour Eisenhower, le job va être compliqué, alors que le destin du monde repose sur ses épaules. Hitler, au début 1944, est à la Tanière du Loup, son quartier général à l'Est. L'humeur est plutôt sombre. Hitler se fait beaucoup filmer dans des remises de décoration. Il tente de galvaniser ses troupes après 5 ans de guerre, comme ici avec des commandants de sous-marins, derniers survivants de la bataille de l'Atlantique. Le peuple allemand est inquiet et beaucoup d'officiers sont mécontents. Plusieurs tentatives d'assassinat ont raté. Hitler ne sort plus que pour assister aux nombreuses cérémonies de funérailles que la guerre entraîne dans son régime. Hitler, pour préparer les esprits à ce qu'il appelle l'invasion, a proclamé dans sa dernière directive: le combat contre le bolchevisme nous a mobilisés à l'extrême. Mais il ne peut pas toucher mortellement le nerf vital allemand. Plus près, un plus grand danger nous menace: le débarquement anglo-saxon. Que l'ennemi réussisse une percée à l'ouest, les conséquences seraient incalculables. Dans les ports anglais, plus de 2 millions de soldats vont rejoindre les forces britanniques. Américains, Canadiens, Australiens,
Néo-Zélandais et des Français, des Polonais, des Tchèques, des Norvégiens, des Belges, des Grecs. Les Américains arrivent en Angleterre sur des paquebots transformés en transport de troupes, avec les Liberty Ships, les bateaux de la liberté. Ils forment les 3/4 des effectifs alliés. Séparés d'eux, les Afro-Américains. Ils sont 100 000 et subissent la ségrégation en vigueur à l'époque aux États-Unis. Et 100 000 femmes engagées dans l'armée pour être infirmières ou auxiliaires. L'une d'elles tente de rassurer ces jeunes Américains avec des donuts, les beignets dont ils raffolent. Le soldat Tom Porchella est angoissé. Chrétien fervent, il se demande « Serais-je capable de tuer un homme ?» La plupart ne se posent pas encore la question. Ce sont des GIs, initiales de Galvanized Iron, fer galvanisé, comme leur équipement et leur morale. Ces millions de soldats vont vivre dans 700 000 tentes. Ils vont consommer 100 000 tonnes de pommes de terre, 200 millions de litres de bière et un stock de 15 millions de préservatifs. Les Américains ont immédiatement un succès fou. Laura Knight, 19 ans, fait partie des 75 000 jeunes Anglaises qui vont se marier avec un GI. Elle dit « Ils étaient magnifiques. Ils avaient de grandes poches avec plein de chewing-gum. » « 350 000 véhicules, des chars, des camions, des jeeps ont traversé l'Atlantique pour envahir les routes et les champs de la campagne anglaise, bousculant les traditions sur 500 km. Dans les ports du sud de l'Angleterre vont s'entasser 10 000 navires de toute taille, manœuvrés par 200 000 marins. Ils vont charger 25 millions de tonnes de vivres, de matériel et de carburant. Comme chaque division consommera une fois en France 100 000 litres d'essence par jour, un conduit sous-marin oléoduc ultra secret est mis en place pour être déroulé à travers la Manche. Sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, le grand centre secret d'entraînement d'assaut de Boulacombe est créé par les Alliés. Le 19 février 1944, une délégation soviétique arrive, conduite par l'amiral Kharlamov, un maître espion. Surpris par le froid humide de cette région de l'Angleterre, les Russes sont dotés de blousons chauds de l'US Navy. En visitant les barges de débarquement, l'amiral Kharlamov confirmera que Staline prépare une grande offensive à l'Est pour empêcher le moment venu les Allemands d'envoyer des renforts en Normandie. Les Russes peuvent découvrir des inventions singulières, comme le char flottant, le duplex, muni d'hélices pour avancer dans l'eau. Ou le crabe, destiné à détruire les mines sur les plages. Beaucoup de ces matériels amphibies sont issus des leçons d'une tentative de débarquement en France, 2 ans plus tôt, pour s'emparer du port de Dieppe, le 19 août 1942. Alors ont été sacrifiées 2 divisions canadiennes, des commandos britanniques, des Rangers américains, une poignée de Français libres.
Dans la terrible bataille aérienne au-dessus de Dieppe, des pilotes de toute nationalité continuaient le combat dans la Royal Air Force. L'un d'eux est abattu, c'est un Belge. Le comte Yvan du Monceau de Bergendal. Il est sauvé par les marins de la Royal Navy et il va repartir au combat jusqu'à la fin de la guerre. Les actualités allemandes, dans leur version française, vont exploiter l'assaut allié qui a tourné au désastre. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. La radio britannique devait déclarer le lendemain « Nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu ». Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande et les conséquences de cet échec se firent sentir pendant toute la durée des opérations. Et maintenant, près de 16 heures, la tentative a totalement échoué. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. Certes, les images qui vont vous être présentées heurteront votre sensibilité. Elles ne sont hélas que la cruelle vérité de la guerre. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Hendaye jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. Les Allemands ont remporté 2 victoires sur la plage de Dieppe et sur l'opinion publique, persuadés désormais que la forteresse Europe est impénétrable. Deux ans plus tard, l'échec de Dieppe a amené Eisenhower et ses alliés à renoncer à la prise d'un des grands ports de la côte atlantique qui sera forcément très défendu. La question se pose alors du transport des blindés et du matériel lourd par de grands navires qui ne peuvent pas approcher des plages sans s'échouer. Eisenhower va faire construire 2 ports artificiels préfabriqués, un pour les Américains, un autre pour les Anglais. Un projet pharaonique et une prouesse technologique appelé le port Mulberry. Ces quais et ces jetées flottantes seront remorqués à travers la Manche et immergés, le jour J, devant les plages du débarquement, avec d'énormes cubes de béton pour les protéger des vagues. Le chantier est repéré par un avion de reconnaissance allemand, mais le haut commandement ne comprend pas de quoi il s'agit. Et la préparation du débarquement au sud de l'Angleterre est devenue la plus grande accumulation de troupes et de matériel, impossible à cacher aux Allemands. Les Alliés inventent une nouvelle manœuvre de désinformation, c'est l'opération Fortitude, qui consistera pendant les 6 premiers mois de 1944 à faire croire à 2 actions fictives. Fortitude Nord, l'annonce d'un débarquement en Norvège, pour que les Allemands y envoient des troupes qui manqueront ailleurs. Et Fortitude Sud, pour convaincre Hitler que le débarquement principal aura lieu dans le Pas-de-Calais, la plus courte distance entre l'Angleterre et la France. Et le général Patton reprend du service parce qu'il est célèbre et crédible
à la tête d'une armée fantôme avec des divisions blindées factices. Hitler va-t-il y croire? En mars 1944, il quitte son quartier général à l'Est pour sa résidence de montagne. Il a mordu à l'hameçon de l'opération Fortitude. Il ordonne de transférer des troupes en Norvège et de renforcer les divisions blindées du Pas-de-Calais. Au Berghof, son chalet devenu le centre du pouvoir, Hitler reçoit pour les rassurer ses alliés roumains, bulgares ou slovaques, dont il a bien besoin. Mais s'il pense que le débarquement se fera dans le Pas-de-Calais, il n'a pas de certitude. Il est donc obligé de continuer à fortifier les côtes de l'Europe qu'il occupe, de la Laponie au Pays Basque, en renforçant le secteur de la Manche, pour le plus grand profit des cimentiers et entreprises françaises du bâtiment. En ce printemps 1944, sur toute la longueur de ce qui est désormais appelé le mur de l'Atlantique, 9000 blocos sont terminés, la moitié de ce qui était prévu. Parce qu'Hitler a donné la priorité aux gigantesques abris de sous-marins dans les ports français comme Lorient ou Saint-Nazaire. Avec des murs de 4 mètres d'épaisseur, 200 mètres de long, ils seront invulnérables et indestructibles. Hitler a une conception moyenâgeuse de la défense. Il veut des murailles. Il dit: « Je resterai dans l'histoire comme le plus grand constructeur de fortifications de tous les temps. Je ferai, avec fanatisme, des côtes de l'Atlantique et de la Manche, une forteresse inexpugnable. » Les actualités allemandes se déchaînent pour impressionner les Alliés. So bringen sich Briten und Amerikaner in Invasionsstimmung. Chaque famille compte au moins un mort ou un blessé ou un prisonnier. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, se met en scène au Secours populaire national-socialiste. La sollicitude nazie envers le peuple des ruines. Et sur le mur de l'Atlantique, le Führer a nommé des chefs glorieux. À la tête du front ouest, le maréchal von Rundstedt, l'un des vainqueurs de la France. Et le maréchal Rommel, très populaire, est placé à la tête de toutes les défenses côtières. Sa seule présence rassure le public des cinémas du Reich, à qui il s'adresse, filmé au Touquet, au printemps 1944. Étant donné nos fortifications, le moral de fer de nos troupes et nos nouvelles armes, nous pouvons voir venir. C'est pas la peine de se casser la tête, ça ira. Si l'Anglais essaye de débarquer ici, il ne reviendra pas 2 fois. Rommel sait pourtant que des secteurs sont moins bien défendus que d'autres. Sur les 4000 canons, beaucoup sont des prises de guerre sur la France en 1940, comme le fameux canon de 75, ou l'artillerie sur voie ferrée. Les calibres sont trop variés et les stocks d'obus insuffisants. Insuffisant aussi
les effectifs. 235 000 soldats de la Wehrmacht sont répartis tout au long du mur de l'Atlantique. Une trentaine de milliers en Normandie. Et ce sont loin d'être tous des Allemands. Certaines unités ont été prélevées dans des camps de prisonniers russes. La plupart du temps condamnés à mourir de faim. Les prisonniers les plus récemment capturés, encore en état de combattre, sont nourris, lavés et revêtus d'un uniforme allemand. Pour Hitler, il faut leur donner, comme à tous les soldats du Reich, une éducation politique. Les instructeurs reçoivent un livret dont le titre copie celui d'un film américain. Pourquoi nous combattons ? Pendant leur entraînement, les recrues apprennent par cœur. L'Angleterre se sent appelée à régner sur les peuples. L'Américain croit à la domination des États-Unis sur les peuples. Le Juif est le principal fauteur de guerre du monde. Pour Hitler, cet endoctrinement a une valeur militaire. Dans la brasserie de Munich où il commémore ses débuts, il dit « Un homme meurt plus facilement s'il croit son commandement infaillible. Gardons-le dans cette croyance et veillons à ce que son dernier combat soit plus facile pour lui. » Ce que veut Hitler, c'est que les défenseurs du mur de l'Atlantique, endoctrinés, entraînés, puissent encaisser le premier choc. Mais beaucoup de recrues venues d'Allemagne sont encore des enfants, rachitiques, qui ont subi les restrictions, le manque de sommeil, avec les bombardements alliés de leur ville et la violence de l'éducation nazie. Comme le soldat Franz Gockel, 18 ans, perdu dans son uniforme et son casque trop grand. Il est installé avec sa mitrailleuse devant la plage de Colville-sur-Mer, où les Américains vont débarquer. Gockel écrit « La plage est bien équipée en défense. À marée basse, une longue ceinture d'obstacles contre les blindés s'étire sur le sable devant Colville. La mort fait le guet sur les portiques en acier, sur les troncs d'arbres, avec dessus des mines plates qui doivent à marée haute déchiqueter les bateaux de débarquement. 6 millions de mines, sous la mer, sous le sable, dans les champs au-dessus des falaises. Mais Rommel estime ce chiffre encore insuffisant. Il est aussi préoccupé par la défense aérienne du mur de l'Atlantique. Il ne manque pas de pilotes ni de très bons avions, mais ces escadrilles sont disséminées dans toute la France. Rommel regrette aussi de ne pas avoir sous son commandement les blindés gardés en réserve par Hitler dans le Pas-de-Calais. Le maréchal von Rundstedt dit à Rommel en privé « Le mur de l'Atlantique, c'est un coup de bluff à 2 sous. » Rommel approuve. Il dit « Cette mascarade est plus pour le public allemand que pour l'ennemi qui connaît le mur de l'Atlantique mieux que nous. » L'une des sources d'information des Alliés, bien involontaire, a été le général Oshima, ambassadeur du Japon, le principal allié de l'Allemagne. Invité à visiter pendant 4 jours le mur de l'Atlantique,
il a transmis à Tokyo un rapport de 20 pages doublement codé, qui a été capté et déchiffré par des brillants universitaires américains. Ce rapport a donné un compte-rendu détaillé de la structure de la ligne des fortifications, de l'artillerie, des communications. Tout lui a été montré et expliqué en détail. Pendant toute la guerre, Oshima va envoyer ainsi 1475 dépêches secrètes. Le commandant en chef de l'armée américaine, le général Marshall, dira sarcastique: Oshima a été notre plus grand informateur sur les intentions d'Hitler. Le mur est sévèrement gardé. Pourtant, les réseaux de la résistance française trouvent des téméraires pour s'en approcher, comme le champion cycliste de Normandie, Guillaume Mercader. Il a obtenu l'autorisation des Allemands de s'entraîner le long de la côte. Il observe tous les jours l'état des nouveaux travaux, l'installation des champs de mines et des dépôts de munitions, au milieu des villas bourgeoises et des grands hôtels vidés de leurs habitants. Il lui faut du courage, dans une société restée largement fidèle au chef de l'État, le maréchal Pétain, qui continue à collaborer avec les Allemands. Les résistants sont à peine 2% de la population, mais ils rapportent les renseignements essentiels pour les Alliés. Ils révèlent que le mur a des failles. Les passages pour les gymnastiques quotidiennes. Pour les mordus de la voile. Pour les nostalgiques du pays. Les Allemands n'en peuvent plus de scruter en vain l'horizon des vagues. Certains perdent lentement leur combativité, comme Helmut Lichtenfels. Il écrit: Je vais plutôt bien. La Normandie, c'est ainsi que se nomme cette partie de la France, est une région riche. Nous mangeons beaucoup de viande et nous sommes rassasiés. Mais les résistants affûtent leurs couteaux. Ils seront sans pitié. Les maquisards, jusqu'à 100 000 dans le maquis, cachés dans les forêts et les montagnes, dans le Vercors, le Limousin, la Provence ou la Normandie. Ils apprennent à faire la guerre en attendant l'ordre d'insurrection. Cet ordre sera transmis par la radio de Londres, la BBC, toujours brouillée par les Allemands. Ce brouillage n'empêche pas d'écouter le général de Gaulle, la voix de l'espoir. Et l'émission « Les Français parlent aux Français » qui diffuse de curieux messages personnels, ordre codé pour la résistance. La terre est pleine de fleurs. Comme « Les dés sont sur le tapis » qui déclenchera 48 heures avant le débarquement le sabotage des voies ferrées. Ce soir, au cours du programme, les Français parlent aux Français. Et pour couper les lignes téléphoniques, le message personnel sera « Il fait chaud à Suez », répété 2 fois. Maquisards ou pas, les Français attendent l'annonce du débarquement. Elle sera diffusée 4 jours avant. Ce sera un vers de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne. Et le jour J, par le vers suivant, berce mon cœur d'une langueur monotone. Les Allemands ont connaissance de tous ces messages. Rommel sait que l'un d'eux va annoncer le débarquement. Il n'y a plus qu'à attendre. Rommel dit à ses officiers: tout se jouera le premier jour sur les plages comme à Dieppe.
il faudra les rejeter immédiatement. Ce sera le jour le plus long. En face de lui, Eisenhower. Au printemps 1944, il organise une réunion au sommet pour répartir les secteurs de débarquement et donner un nom de code aux plages. Ces noms doivent être choisis au hasard et rester secrets. 2 sous-officiers américains qui aident pour les cartes donnent le nom de leur État et de leur ville. C'est ainsi que les 2 plages les plus à l'ouest du dispositif, attribuées aux Américains, sont appelées Utah et Omaha. Utah Beach est la plage de Sainte-Marie-du-Mont. Omaha Beach est celle de Colville-sur-Mer. Montgomery a proposé à Churchill des noms de poissons pour les 2 plages britanniques. Goldfish, poisson rouge, et Swordfish, espadon. Churchill a fait observer que ces noms de poissons ne sont pas appropriés, alors que tant d'hommes vont mourir dans la mer. La terminaison fish, poisson, est enlevée. Alors les 2 plages anglaises, celle d'Arromanches devient Gold, et celle de Ouistreham, Sword, où débarqueront des commandos français. Entre les 2, la plage de Courseulles-sur-Mer, destinée aux Canadiens, est baptisée Juno, du nom de l'épouse d'un de leurs officiers. Pour sécuriser ces plages et les flancs des troupes alliées, les parachutistes américains sauteront à l'ouest et les Britanniques à l'est, sur la zone du canal de l'Orne. Eisenhower va présenter les parrains à Churchill, qu'il a envoyé chercher avec sa voiture et sa conductrice depuis 2 ans, Kay Summersby, 26 ans. Eisenhower dit « Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai cru rêver. » C'est une héroïne de la guerre. Elle a conduit une ambulance dans Londres en feu. En 2 ans, leur relation est devenue plus intime. Pour Churchill et Eisenhower, les parachutistes américains et britanniques réussissent une répétition spectaculaire. Churchill manifeste sa satisfaction et sa confiance. Il dit à Eisenhower « Si vous pouviez délivrer Paris avant l'hiver, ce serait la plus grande victoire des temps modernes. » Eisenhower et Montgomery s'entendent enfin pour organiser une grande répétition du débarquement de Normandie. C'est l'exercice Tigre, avec 30 000 Américains et Britanniques. Le 22 avril 1944, ils sont lancés pour 8 jours à l'assaut de 2 plages du sud de l'Angleterre, qui ressemblent à celles de Normandie. Ils vont connaître un cauchemar qui restera secret pendant un demi-siècle. La désorganisation du commandement, le brouillard artificiel et le tir à balles réelles des instructeurs entraînent plusieurs centaines de morts et de blessés. Le pire reste à venir. Pendant les premiers jours de l'exercice, les opérateurs radio ont du mal, dans l'action, avec leur matériel. Mais quand il fonctionne, tout le monde jacasse sans arrêt. Et de l'autre côté de la Manche, les Allemands détectent un trafic radio exceptionnel. L'amiral Dönitz, le rusé chef de la marine de guerre allemande, donne immédiatement l'ordre de combat. 9 vedettes lance-torpilles s'élancent. Au moment où les grands cuirassés d'Hitler ont tous été coulés par la Royal Navy, il reste ces redoutables engins rapides, agiles et bien armés, très adaptés à des interventions brutales dans la Manche. Elles interceptent les barges de débarquement où s'entassent des centaines de soldats
Et l'impensable arrive. Aux pertes des plages s'ajoutent plusieurs centaines de noyés et disparus. Parmi eux, 10 officiers qui portent les plans des vraies plages, Utah et Omaha. Eisenhower est hors de lui et il envisage d'arrêter net l'opération Overlord si les cartes ne sont pas retrouvées. Une longue pêche macabre est organisée. Les 10 cartes sont récupérées. Le débarquement pourra avoir lieu. La catastrophe est immédiatement couverte par le secret jusqu'en 1984. Anglais et Américains sont amenés dans des camps spéciaux proches de la côte, sans aucun contact avec l'extérieur. Tous sentent bien que le jour J approche et que le compte à rebours est enclenché. Le 18 mai 1944, Eisenhower vient encourager ses hommes et reçoivent des armes nouvelles. Comme le fameux bazooka, un tube lance-roquettes qui peut percer les blindages des chars ou le ciment des blocos. Mais aussi un matériel beaucoup plus ancien, un souvenir tragique de la Première Guerre mondiale, le masque à gaz. Un essai du masque, très proche du jour J, est identifié par un clap cinéma au 21 mai 1944, complété maladroitement par chambre à gaz. De quoi achever d'angoisser ces hommes dans cette longue attente. « 27 mai, ils essaient de se détendre en écoutant à fond l'orchestre de Glenn Miller. Et le jazz diffusé par Radio Berlin, avec les commentaires d'une animatrice américaine passée à l'ennemi, Mildred Gillars. Hello, c'est Midge, qui parle aux forces du débarquement. Ils vont sacrifier 1 million de garçons américains en les jetant sur le champ de bataille. Elle dit aussi, vous attendez le moment du départ en imaginant que vous allez réussir à envahir notre grand continent. Vous allez attaquer une immense forteresse. Vous allez vous faire massacrer. 28 mai. Distribution d'argent français, une monnaie d'invasion aux couleurs du dollar. Ce qui révulse le général de Gaulle, tenu à l'écart du débarquement jusqu'au dernier moment. 31 mai. Les hommes vont récupérer le kit de survie, ce qui indique l'imminence de l'embarquement. 3 boîtes de viande compressée, du fromage, des biscuits vitaminés, du sucre, des cigarettes, des allumettes, du chewing-gum, une clé pour ouvrir les conserves et une ceinture de sauvetage. Eisenhower est confiant, ils sont gonflés à bloc. Comme ceux qui sont venus d'une petite ville du sud des États-Unis, Bedford, en Virginie. Ray écrit à ses parents. L'opération Tigre nous avait rendus encore plus conscients de nos responsabilités. Nous avions essayé d'être les meilleurs à l'entraînement. C'était une question de fierté et d'honneur. Et ça a marché. Nous avons été choisis pour être les premiers à débarquer. Ils sont 34 de la compagnie A du 116e régiment de la 29e division d'infanterie. Ils sont appelés les Bedford Boys. Ils attendent l'ordre d'Eisenhower de prendre Omaha Beach, qui sera appelée la plage sanglante. Mais ça, ils ne le savent pas encore.
Le jour J approche. Les bombardements alliés s'intensifient. Sur les bases de vedettes lance-torpilles allemandes, sur les côtes de la Manche, sur les voies ferrées, les locomotives, les routes, les ponts, les gares. C'est le plan transport pour interdire toute circulation des renforts allemands au nord de la Loire. Et au sud, le même matraquage va préparer le débarquement de Provence. De jour comme de nuit, les Anglais, les Américains n'épargnent aucune ville. L'apocalypse de la France commence et sa libération. Le 1er juin, des dizaines de milliers d'hommes convergent vers les bateaux. Eisenhower écrit « La combinaison de la lune, de la marée et du lever du soleil la plus favorable est le 5, le 6 ou le 7 juin. Nous allons traverser la Manche de nuit pour que l'obscurité dissimule l'importance de nos convois. Nos attaques doivent s'effectuer à marée basse pour détruire les obstacles sur les plages avant qu'ils ne soient recouverts par la mer. » Eisenhower est alors frappé par le destin. La pluie. La tempête se lève sur la Manche. Eisenhower dit « Si vraiment le mauvais temps s'installe, les nazis n'auront besoin de rien d'autre pour défendre les côtes normandes. »